Ceremony different needs to liberate each other. Kirill and Lord emergence largely on the strands. Lex the free. Chères autorités à vos titres et rangs respectifs, Auguste Assemblée, bonjour. C'est un honneur pour nous de nous tenir devant vous pour vous présenter cette œuvre qui porte le titre Péril à la demeure dans la région de Grand Lac. Avant toute chose, nous adressons nos sincères remerciements au professeur docteur Ndovia Mondalaga qui a accepté de préfacer l'ouvrage et ainsi marqué avec l'encre indélébile la finesse scientifique de la dite œuvre. Notre livre est constitué de 4 chapitres et plusieurs sections. Il est de 29 pages. Le livre a été publié aux éditions universitaires européennes en Allemagne. Dans ce livre, nous avons abordé la problématique de la paix, tant recherchée par les populations de la région de Grand Lac d'Afrique. Nous avons également touché la thématique sur le conflit, tout en soulignant le rôle des femmes dans la pacification de l'Afrique en général et plus particulièrement de la région de Grand Lac. Ici, nous citons Wangari Maathai du Kenya, prix Nobel de paix 2004. Nous avons aussi Lou Sengue Julienne de la RDC, qui est la présidente du conseil d'administration de la SOFEPADI. Et bien d'autres femmes qui se sont liguées, réunies dans ce qu'ils ont appelé mouvement Rien sans les femmes et qui ont quand même donné le meilleur d'elles-mêmes pour essayer de pousser l'autorité à ramener la paix dans la zone. Nous citons ici par exemple Chimène Diombe, Espérance Kazi de Bourgogne. Nous avons Madame Rose Toumbéane de Difekouze à Boutembo et bien d'autres dames dans la région. Et au finish, nous nous sommes intéressés au patrimoine écologique transfrontalier qui pourrait servir de tremplin pour cimenter la paix régionale. Malheureusement, ce patrimoine est devenu source de conflits et de cachettes de rebelles qui équipent les États et provoquent la pauvreté des peuples. Et pourtant, les ressources transfrontalières motiveraient la conception de projets d'intégration régionale pour le renforcement d'une cohésion régionale mutuellement avantageuse. Alors, si nous sommes arrivés à réaliser ce travail, nous sommes partis d'une analyse de plus ou moins 25 ans, depuis l'effondrement de l'URSS. Donc après la guerre froide, les Occidentaux avaient redéfini leur politique mondiale parce qu'il y avait leurs économies qui étaient exsangues à cause de la guerre. Alors il fallait trouver des régions dans le monde qui regorgeaient encore des ressources importantes afin de se reconstituer dans les industries militaires et technologiques. C'est ainsi que la région de l'Afrique, la région de Grand Lac, avait été citée parmi les régions qui alimenteraient, qui donneraient encore de la force à l'Occident pour faire face à des éventualités sécuritaires au niveau international. Alors, c'est comme ça que déjà depuis 1990, on a conçu ce plat-là. Et vous avez vu les événements ont commencé avec le génocide du Rwanda, où on avait vraiment poussé des milliers de gens à l'exil, notamment les Hutus. Et il semblerait qu'une partie qui devrait aller à Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, avait été bloquée à la frontière pour être réorientée aux Zaïre parce que
Mobutu était important seulement pendant la guerre froide. Après que le capitalisme était rassuré d'avoir démantelé le communisme, il n'avait plus peur de personne. Et comme c'est la France qui s'est chargée, disons, de la protection des intérêts des Occidentaux en Afrique, les États-Unis sont revenus maintenant parce qu'il n'y avait plus peur du côté de l'URSS de démanteler avec la complicité du président Mikhail Gorbatchev, qui a été remplacé ensuite par Boris Eltsine, qui n'était pas vraiment des leaders qui pouvaient assurer la grandeur de l'Union soviétique, qui se sont rabattus seulement à conserver le pouvoir dans leur petit pays, la Russie. Et les Occidentaux avaient, disons, placé des bornes pour dire, dans les 30 ou 40 ans qui sont devant nous, nous ne serons jamais bousculés au niveau international. C'est ainsi que les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis, quand on a frappé le World Trade Center et le Pentagone, avaient changé le cours de l'histoire, disons, le cours de relations internationales. Les Occidentaux ont compris que non, il y avait encore un problème sérieux. C'est ainsi que, après que ces gens aient été battus, ils venaient déjà d'assassiner le président Laurent Désiré Kabila, qui lui était en train de s'écarter de leur ligne droite. Alors, les événements ont évolué, ils ont commencé à tirer sur les ficelles disons, de la couleur de la peau et de la religion au niveau du Soudan, et ont réussi à scinder le Soudan. Ça, c'était déjà leur première réussite. Ils voulaient faire la même chose, un coup d'État au Burundi en 2015, ça n'a pas réussi avec Kurunziza, et là, c'était un échec cuisant. En RDC, ils avaient déjà réussi avec tous les réfugiés là qui étaient orientés chez nous. Et on a demandé à Mobutu de ne pas les désarmer à la frontière. Ils sont entrés avec tout dans la République, ce qui exposerait le Zaïre à un danger permanent, parce que le Rwanda devait chercher à jouir du droit de poursuite, parce que ses ennemis étaient localisés à moins de 50 km de la frontière. Alors, il fallait déstructurer la RDC pour que, selon la logique de Frantz Fanon, la gâchette qui se retrouve au Zaïre pour le développement de toute l'Afrique, il faut venir mettre main basse sur les ressources du Zaïre et déstabiliser complètement les Zaïre et l'actuelle RDC, afin que l'Afrique ne puisse pas s'enfranchir. Alors, voyez tous ces éléments-là. Il y a eu des guerres. Après l'AFDEL, c'était le RCD. Le RCD qui a évolué, il y a eu le CNDP qui a changé, qui s'est métamorphosé à M23, LLL, jusqu'aujourd'hui nous sommes dans la guerre. Donc, aussi longtemps que nous n'allons pas prendre le courage de travailler sur nous-mêmes et d'avoir un leadership discipliné pour le bien-être collectif, nous serons le proie de ces autres-là. C'est ainsi que l'ouvrage, c'est comme une alerte précoce pour dire attention, tel que les indicateurs sont en train de démontrer, il y a quelques hypothèses qui se dégageraient. Des hypothèses géopolitiques, bien sûr. Du côté de la RDC plus particulièrement, si on arrive à balkaniser la RDC, on aura 4 pays, parmi lesquels un pays à l'est qui sera sous la domination des allochtones. Les allochtones qui vont faire tout pour décimer les autochtones afin de vivre dans la paix. Du côté de l'ouest, on aura 3 pays faibles, dont 2 enclavés et un qui aura accès à la maritimité. Ça, on est du côté du Bas Congo et du Bas Ndundu. Mais ces pays-là seront affaiblis parce que les populations n'auront pas le temps de se créer une armée
capables de résister à la pression des autochtones qui ont besoin d'avoir accès à la mer. Ils veulent se désenglaver à partir de notre maritimité au niveau du bas Congo. Donc, si on arrive à balkaniser le Congo, il y aura une guerre interminable et il y aura le sang qui va couler. Et quand le sang va couler, on va maintenant faire tout pour nous mettre dans des positions de faiblesse extraordinaires et l'Afrique sera en danger. Et je pense qu'il est temps que nous puissions ensemble quitter ce que le professeur a appelé la dynamique de la médiocrité. Nous devons travailler sur nous-mêmes, la discipline. C'est un peu de voir aujourd'hui, par exemple, quand on fait le recrutement dans les institutions publiques ou bien dans les cabinets ministériels. On ne tient pas compte de compétences de gens à un certain niveau. Il y a le colonisme, le tribalisme, le copinage, ainsi de suite. On ne tient pas compte de qui est capable de faire quoi pour nous faire sortir de la merde. Et les gens qui semblent être compétents sont zigouillés, sont mis à respect. C'est ainsi que, à partir de cet ouvrage, nous faisons une alerte précoce pour dire attention, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est avec la balkanisation que nous aurons des postes ou ceci ou cela. Non. Les autres sont en train de se faire du développement en créant de grands ensembles, des unions d'États. Ce n'est pas la balkanisation qui nous amènerait la prospérité. Nous voyons le cas du Soudan. Depuis plus de 10 ans que le pays est scindé, je crois. Est-ce que la paix est déjà revenue là-bas? Au contraire, avec les ressources, les champs pétroliers d'ici servent de grosses mamelles nourricières des Occidentaux. Elles viennent piller sans rire et à la merci de milliers de gens qui souffrent au niveau du Soudan et des morts. Et cette logique nous laisse des handicapés, nous êtes de veuves, des enfants non accompagnés, la pauvreté, ainsi de suite. Voilà un peu de mots ce que j'avais à placer par rapport à cette ouvrage. Merci. Pendant des moments difficiles, ils se rassemblent pour essayer de résister. Mais effectivement, l'ouvrage nous appelle à la convergence de forces pour arriver effectivement à résister contre la situation qui nous traverse. Voilà. Au nom de la science, nous avons l'ouvrage Péril en la demeure dans la région des Grands Lacs d'Afrique, écrit par M. Lumumba Paluku Sindani. Eh bien, j'ai bâti cet ouvrage au nom de la science pour qu'il fasse son entrée dans le monde académique et scientifique. Et ceux qui vont lire ce livre prennent conscience de la situation du Congo. Je vous remercie. Au vernissage de votre livre intitulé Péril en demeure dans la région des Grands Lacs d'Afrique, pouvez-vous nous résumer ce livre en quelques mots? Merci beaucoup. Le livre Péril en demeure dans la région de Grands Lacs, c'est un livre qui a été inspiré après les analyses sur plus ou moins 20 à 25 ans de la situation de la région de Grands Lacs. C'est un livre qui comprend plus ou moins 4 chapitres. Nous parlons de la paix, nous parlons du conflit, nous parlons de la contribution de la femme congolaise en particulier et puis de la femme dans la région de Grands Lacs en général par rapport à sa contribution pour la paix. Et à la fin, nous avons essayé un peu de parler de ce qui peut être la contribution du patrimoine écologique dans le cadre de la résolution
de conflits au niveau de la région de Grand Lac parce que ce patrimoine écologique est transfrontalier, ce qui peut renforcer la cohésion régionale et qui pourrait nous amener vers un développement intégral dans la région avec des avantages dans tous les États qui se retrouvent dans cette partie de l'Afrique. Alors, à l'introduction, vous dites que votre livre est un outil d'éveil de conscience des Congolais. Et en épigraphe, vous dites, je cite, « La guerre nous a appris que si une nation essaie d'imposer sa volonté particulière à d'autres, une réaction cruelle s'ensuit inévitablement. » Le Jamboree nous a enseigné que si nous exerçons une patience et des concessions mutuelles, il règne alors une sympathie et une harmonie. Fin de citation. Qu'est-ce que vous voulez concrètement dire par là, prenant en compte la situation de la guerre, d'agression dont la RDC fait face? Ok, merci beaucoup pour la question. Je pensais que nous ne vivrons pas éternellement dans la guerre. Et s'il y a la guerre qui persiste, ça n'avantagerait à aucun État de la région de Grand Lac. Nous tous, nous allons perdre. Parce que ce qui nous anime pour nous battre, ils viennent récupérer les ressources, les matières premières, et nous restons seulement avec des cadavres, avec de vulnérables qui n'ont pas où aller et qui n'ont quoi faire. C'est ainsi que nous avons estimé que le fait de nous mettre ensemble, de créer un nouveau leadership dans la région de Grand Lac qui compte sur les projets intégrateurs, ça peut être mieux. Et surtout donner de l'appétit à la jeunesse et à la nouvelle génération de considérer les complémentarités différentielles. Nous sommes certes différents les uns des autres. Nous ne sommes pas tous des Congolais, nous ne sommes pas tous des Ougandais ou des Rwandais, mais nous vivons dans une région qui, tout en partageant avantageusement ou bien mutuellement les ressources qui sont dans notre région, tous peuvent prospérer. Mais si nous nous mettons à nous faire la guerre, personne n'en sortira vainqueur. Et la paix est une denrée chèrement pourchassée. Dans votre premier chapitre, vous parlez même d'une instabilité payante dans la région de Grand Lac. Qu'est-ce qui est à la base de cette instabilité? Et surtout, pourquoi la RDC, de manière particulière, ne parvient pas à saisir la paix? Ok, nous avons estimé que déjà après le démantèlement de l'URSS, vers les années 1990, les Occidentaux avaient fait des analyses et ils estimeraient que la seule région qui regorgerait encore beaucoup de matières stratégiques pour l'industrie militaire et technologique, c'était la région de Grand Lac. C'est ainsi qu'il y a eu des scénarios qui ont été conçus pour, disons, venir mettre la main basse sur ces ressources. Ici, il y a beaucoup d'indicateurs dangereux que j'ai pu analyser, à commencer par le génocide au Rwanda. Nous avons Mzee Laurent Désiré Kabila qui est venu avec l'AFDEL, qui voulait sortir de cette nouvelle logique qui venait d'être créée par les Occidentaux. Il a été directement mis en respect parce qu'il n'était pas, il voulait sortir vraiment de cette logique-là qui venait d'être conçue 10 ans avant. Alors, la RDC a été tellement déstabilisée parce qu'elle regorge, surtout dans sa partie orientale, une grande quantité de matières qui sont utilisées dans l'industrie vraiment stratégique. Alors, c'est ainsi que nous avons dit, il faudrait que les leaders congolais travaillent sur eux-mêmes, sur la discipline. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, nous sommes en train de naviguer dans une dynamique de la médiocrité, ce qui ne nous permet pas vraiment d'amorcer cet élan du développement. Et surtout que si nous rentrons dans la logique de Frantz Fanon qui disait que la gâchette s'est retrouvée au Zaïre, les autres ne veulent pas que cette gâchette-là marche.
C'est comme ça qu'il faut déstabiliser sérieusement la RDC pour déstabiliser toute l'Afrique, bien sûr. C'est ainsi qu'au niveau de la RDC, nous devons prendre conscience, nous devons avoir une nouvelle génération qui résiste et qui résiste toujours contre tout ce plan de balkanisation. Parce que 3 scénarios ou 3 hypothèses se dégageraient. 3 hypothèses géopolitiques. 1. Une fois la RDC balkanisée, nous allons assister à 4 pays. 4 pays qui vont naître, 4 nouveaux acteurs de relations internationales. Donc, 1 à l'Est, qui sera dirigé par les allochtones. Les allochtones qui vont faire tout pour chasser les autochtones afin de régner en paix. Il y aura 3 autres vers l'ouest qui seront de pays faibles, malgré qu'une vers le bas Congo aura une position sur la mer, aura une maritimité, mais avec quel type de peuple qui n'aura pas la capacité de résister? Parce que les allochtones ont besoin d'avoir un désenclavement à partir de la RDC. Étant donné que les 3 qui sont à notre côté est ici, tous ce sont des pays enclavés. Alors, ils cherchent leur désenclavement à partir de la RDC. C'est comme ça que les 3 pays qui sont à l'ouest seront affaiblis suffisamment. Et même l'autre qui aura la maritimité ne sera pas capable de résister à la pression et à l'influence des allochtones qui seraient en train de venir de l'Est. Alors, faisons allusion à l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Vous évoquez son implication sociale et économique négative. Comment expliquez-vous cela? Bon, en fait, quand on a promulgué la loi instituant l'état de siège, nous avons eu des objectifs qui étaient bien clairs dans l'ordonnance du président. Mais sur le terrain, en tout cas, il y a encore quelque chose, donc des questions à se poser. L'ennemi est en train de gagner du terrain, la population est en train de souffrir, il y a des morts, des milliers de morts, chaque jour presque. Et puis bon, on s'est dit, l'état de siège est venu pour imposer l'autorité de l'État, mais vraiment il y a encore des questions à se poser dans ce sens. C'est pourquoi on a dit, c'est comme si c'était une grosse mamelle nourricière auquel on s'accroche pour vraiment beaucoup de thé au tir à long cœur pour qu'on continue toujours à assister quelque chose. Et pourtant, sur le plan socio-économique, les responsables ou les autorités de cette gestion particulière disent toujours qu'ils ont permis une hausse, une maximisation des recettes comparativement au temps passé. Ok, je crois que quand les autorités font des déclarations, c'est bien, mais ces résultats-là doivent se faire voir dans le vécu quotidien de la population. Qu'est-ce que la population gagne de ces recettes, de ces grosses sommes qui sont gagnées à travers l'état de siège. La situation reste la même, et d'ailleurs peut-être très complexe qu'avant. Pour finir, que doit faire la RDC pour retrouver la paix, cette denrée chèrement pourchassée, comme vous le dites? La RDC doit travailler sur soi-même, sur sa population. Nous devons éviter la dynamique de la médiocrité. Nous devons travailler sur la discipline et la discipline. Quand on fait des recrutements, même dans des cabinets, dans des postes, tout ça, il y a toujours cette influence de clientélisme, de ceci, sans tenir compte de la méritocratie. Travailler sur la méritocratie, la discipline et la sanction. C'est à ce moment-là que nous pourrons peut-être changer les choses. Paluku Sindani Lumumba 2, merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. +24399400792 3